Mes parents se sont toujours servis de la maladie de ma sœur pour justifier le fait de me laisser de côté. Alors forcément, quand j'ai grandi et réussi ma vie sans leur aide, ils ont débarqué en réclamant des comptes, brandissant l'argument de la famille. Je les ai envoyés balader sans la moindre délicatesse, et depuis, ils ne cessent de me supplier de leur pardonner. Franchement, je n'ai pas grand-chose à cacher. Enfin, mis à part un secret très précis, que je garde enfoui depuis des années et qui me hante constamment. Je savais qu'il finirait par remonter à la surface, mais je n'aurais jamais cru que ça éclaterait pile au dernier Thanksgiving. Accrochez-vous, celle-là vaut vraiment le détour. Moi, 36 ans aujourd'hui, j'ai parfaitement incarné le cliché de l'enfant oublié. Enfin, ça a commencé à mes 9 ans, le soir où ma tante Jen a débarqué en pleine nuit pour m'annoncer « Prends un sac, maman est à l'hôpital ». Ma mère était enceinte, et Charlotte, ma sœur, est arrivée bien trop tôt, avec 2 mois d'avance. Les semaines suivantes, c'était l'hôpital, les chuchotements, l'angoisse. Charlotte était minuscule, on aurait dit une poupée de porcelaine, mais recouverte de fils et de tuyaux. J'ai voulu la toucher, mon père m'a écartée sans ménagement. C'est là que j'ai senti, pour la première fois, cette distance froide entre eux et moi. Lorsque Charlotte est enfin rentrée à la maison a pris des allures de laboratoire. Obsession du ménage, du gel désinfectant partout, des flacons dans chaque pièce, une odeur de javel qui continue de me donner des sueurs froides. Mais le pire, c'est que, dès que je toussais ou éternuais, on me refilait illico à Mamie Dorothy ou chez Tante Jen. Au début, dans ma tête de gamine, c'était presque la fête. Mamie préparait des cookies, Tante Jen avait des bouquins géniaux. Mais très vite, j'ai compris l'envers du décor. J'en étais à mettre 3 couches de leggings en hiver par peur d'attraper un microbe, dans l'espoir d'avoir enfin un peu d'attention. Mais tout tournait toujours autour de Charlotte. Alors j'ai tenté de briller autrement. Élève modèle, jamais un mot plus haut que l'autre, des notes irréprochables, des concours de sciences à l'appel, 10 poèmes récités en espagnol. Et la seule réaction de mon père, c'était « Évite de t'approcher de Charlotte au cas où tu lui refilerais quelque chose ». Ce qui m'a achevé, c'est l'année de mes 13 ans. J'avais passé des mois à apprendre Bridge Over Troubled Water au piano pour le spectacle de l'école. Évidemment, Charlotte a eu de la fièvre ce soir-là. Devinez qu'il n'avait personne dans la salle? 2 semaines après, toute la famille, grands-parents compris, était là pour applaudir Charlotte et son récital de flûte à bec de 15 minutes. Charlotte, elle, a vite compris comment tirer parti de la situation. À 8 ans, la santé allait très bien, mais la comédie a continué. Un mal de tête, et elle restait à la maison. Un coup de fatigue, et c'était à moi de faire ses corvées. Un contrôle qui approchait, et maman appelait carrément l'école pour repousser la date. J'ai fini par me réfugier dans ma chambre, à dévorer des livres d'histoire de l'art et d'antiquité. C'était devenu mon sanctuaire, d'autant que Charlotte prétendait être allergique à mon désodorisant à la vanille, donc elle n'y mettait jamais les pieds. Et puis, un jour, tout a basculé. J'ai commencé à apprécier qu'on m'envoie ailleurs. Peu importe qui était malade, je me retrouvais chez Mamie Dorothy, qui, elle, s'intéressait sincèrement à moi, à ma journée, à mes passions. C'est elle qui m'a transmis l'amour des bijoux anciens et qui a vraiment joué le rôle de mère. Pendant ce temps, mes parents ne citaient mon prénom que pour lâcher des banalités du genre. Charlotte a besoin d'attention. Elle a eu un départ difficile. Taylor est si indépendante. Elle comprend que sa sœur ait des besoins particuliers. Sauf que non, je ne comprenais pas. J'étais juste une gamine qui ne saisissait pas pourquoi avoir la santé me rendait moins aimable à leurs yeux. Au moins, ça m'a appris à me débrouiller toute seule. Quand personne ne se soucie de tes devoirs ou de tes réussites, tu deviens vite ta propre pom-pom girl. Mais être invisible, c'est aussi être libre. Personne pour observer tes échecs ni tes réussites, alors tu fais ce que tu veux. Dire que j'en ai profité, c'est peu dire. En quelques mois, ma vie a basculé. Mes parents en sont restés bouche bée, et Charlotte a enfin récolté ce qu'elle semait. Encore aujourd'hui, je raconte mon histoire sans aucune gêne, parce que j'en suis fière, vraiment. J'aimerais tout te dévoiler, mais ce serait trop long pour cette vidéo. Clique sur le lien ou retrouve-moi sur ma chaîne pour la suite. Ma mère est devenue complètement maniaque des microbes. Il y avait du désinfectant industriel partout, des flacons de gel hydroalcoolique dans chaque pièce. Le ménage n'arrêtait jamais. Rien que l'odeur de la javel me met encore mal à l'aise aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a vraiment cassé, c'est la suite. Au moindre signe de rhume ou de toux, hop, on me déposait illico chez Mamie Dorothy ou chez Tante Jen. Petite, je trouvais ça plutôt chouette. Mamie préparait des cookies, et chez Tante Jen, je pouvais piocher dans sa super bibliothèque. Mais j'ai vite compris le vrai motif. C'est allé jusqu'à ce que je m'habille avec 3 couches de leggings en hiver, juste pour éviter de tomber malade. Malgré tous mes efforts pour exister, ils n'avaient Dieu que pour Charlotte. Alors j'ai tout donné pour attirer leur attention de façon positive, histoire d'être enfin remarquée autrement. Élève modèle, jamais un mot plus haut que l'autre, premier prix en sciences, 10 poèmes différents récités en espagnol. Mais tout ce que mon père trouvait à dire, c'était « Récite pas trop près de Charlotte, au cas où tu l'éclabousserais ». Le véritable coup dur, c'est à 13 ans, quand j'ai appris toute seule à jouer Bridge Over Troubled Water au piano pour le spectacle du collège. Le soir venu, Charlotte a eu de la fièvre. Devinez qui n'a eu personne dans le public? 2 semaines plus tard, tout le monde, les 2 paires de grands-parents incluses, était là pour le récital de flûte de Charlotte, qui a duré 15 minutes. Charlotte, évidemment, a vite compris comment profiter de la situation. Dès 8 ans, elle allait parfaitement bien,
mais ça ne l'a pas empêchée de continuer à jouer la comédie. Au moindre mal de tête, on la gardait à la maison. Si elle était fatiguée, hop, c'était moi qui devais faire ses corvées. Une crise d'angoisse avant un contrôle, et maman appelait carrément l'école pour demander un report. J'ai fini par me réfugier dans ma chambre, plongée dans les bouquins d'histoire de l'art et d'antiquité. C'est devenu mon refuge. Surtout que Charlotte prétendait être allergique à mon désodorisant vanille. Donc, c'était le seul endroit où elle ne mettait jamais les pieds. Petit à petit, j'ai cessé d'avoir peur d'être envoyée ailleurs. Au contraire, j'en suis venue à le souhaiter. Peu importe qui était malade. Au final, j'atterrissais chez Mamie Dorothy, qui, elle, s'intéressait vraiment à moi, me demandait comment se passait ma journée. Elle est devenue la mère de substitution que je n'ai jamais vraiment eue. C'est même elle qui m'a donné le goût des bijoux anciens. Pendant ce temps, à la maison, la seule fois où mes parents citèrent mon prénom, c'était pour sortir des phrases du style « Oh, Charlotte a juste besoin de plus d'attention. Elle a eu un démarrage tellement difficile. Taylor a toujours été si indépendante. Taylor comprend que sa sœur est fragile. » Mais non, je comprenais rien du tout. J'étais juste une gamine qui ne pigeait pas pourquoi avoir un bon système immunitaire me rendait moins digne d'amour. Au moins, ça m'a appris à me débrouiller seule. Personne ne vérifiait mes devoirs, personne ne célébrait mes victoires, alors j'ai vite appris à m'auto-motiver. Mais voilà le truc avec l'invisibilité. Personne ne remarque ni tes échecs ni tes succès. Donc autant faire ce que t'as envie. Dire que j'en ai profité, ce serait presque mentir par omission. En quelques mois, j'ai radicalement changé le cours de ma vie. Mes parents n'y ont rien compris. Et Charlotte, elle, a enfin eu droit à ce qu'elle méritait. Je continue d'en parler aujourd'hui tant j'en suis fière. J'ai enchaîné les clubs, à condition que ça ne gêne pas mon job à mi-temps au Murphy's Diner. Barb, la patronne, pensait même à mon anniversaire, alors que mes propres parents l'oubliaient. Club de débat? C'est fait. Présidente du National Honor Society? C'est fait. Rédactrice du journal du lycée? Aussi. C'est au club de débat que j'ai vraiment pris confiance. Rien de plus jouissif que de démonter l'argument de quelqu'un tout en restant imperturbable. J'y ai aussi appris à négocier, chose dont je ne mesurais pas encore l'utilité. J'ai gagné 2 fois le championnat régional. Mes parents n'ont jamais assisté à une seule de mes compétitions, Emma ayant soi-disant des matchs de foot ultra importants, alors qu'elle était en équipe C et ne mettait jamais les pieds sur le terrain. C'est en première que tout s'est joué. J'ai passé le SAT, obtenu le score parfait. Pas mal. Non, le vrai score parfait. 1600. Tu sais combien de gens décrochent ça? Moins de 1%. Je suis restée bloquée 20 minutes devant l'écran de résultats, persuadée qu'il y avait une erreur. Je suis rentrée à fond la caisse pour l'annoncer à mes parents. Oui, naïve. Maman était en cuisine avec Emma sur ses devoirs d'anglais. Et ça a donné « Maman, regarde, j'ai eu un score parfait au SAT. C'est super, ma chérie. Mais tu pourrais parler moins fort? Emma essaie de travailler. Elle a un gros contrôle de main. Emma, oui, il y en a qui doivent bosser, mademoiselle parfaite. Maman, ma puce, t'en fais pas. Chacun apprend à son rythme. J'ai toujours la version papier de mes résultats SAT. Quelque part, jamais affiché sur le frigo. Par contre, le C+ d'Emma en anglais, lui, a eu droit à l'aimant « On est tellement fiers de toi ». Parcoursup, ou son équivalent, ça allait été tout aussi sport. J'ai postulé à 15 universités en douce, rédigé toutes mes lettres de motivation, géré les dossiers, les bourses, tout toute seule. Ma conseillère d'orientation, Madame Wilson, a été un vrai soutien. Mes parents étaient trop occupés pour m'aider, alors je restais après les cours avec elle. Quand les réponses positives ont commencé à tomber, Harvard, Yale, Princeton, Northwestern, toutes avec bourse. Je planquais les lettres sous mon lit dans une boîte fermée à clé, parce que si Emma découvrait ça, tout serait encore retombé sur elle. Mais si Taylor va à Harvard, je serai toute seule. Le jour où j'ai reçu la bourse complète de Northwestern, Emma a été prise dans l'équipe junior de Pom Pom Girls. Devine laquelle des 2 nouvelles a été célébrée par un dîner en famille. Indice. Pendant qu'ils profitèrent d'un dîner à l'Olive Garden, moi, je réchauffais des macaronis au fromage au micro-ondes dans ma chambre. Et pourtant, tu sais quoi? Cette bourse, c'était mon billet gagnant. Tout était pris en charge. Les frais d'inscription, le logement, les repas, même une aide pour les livres. J'allais enfin pouvoir quitter cette maison où je passais pour un fantôme ou, pire, une gêne. Le jour où j'ai reçu la lettre d'admission, je me suis réfugiée dans mon coin préféré de la bibliothèque municipale, près de la fenêtre du 3e étage qui donnait sur le parc, et j'ai pleuré pendant 1 heure. Pas de tristesse, non, juste un immense soulagement. Quand j'ai annoncé à mes parents, pendant le dîner, que j'étais acceptée à Northwestern, ils ont tout de suite paniqué. Papa, Northwestern, c'est loin, tu sais. Et si Emma a besoin de toi? Maman, j'espère que tu ne comptes pas sur nous financièrement. Les compétitions de Pom Pom Girls d'Emma nous coûtent une fortune. Emma, en larmes. Oh mon Dieu, enfin, je peux avoir ta chambre? J'ai besoin de place pour mes TikTok. Cet été-là, j'ai enchaîné les doubles shifts au Murphy's Diner pour mettre de côté. Barb, adorable comme toujours, me glissait des pourboires en plus et s'arrangeait pour que je reparte avec un reste de tarte à chaque fin de service. Elle m'a aussi offert une sacrée leçon. Comment repérer les gens sincères dans un monde de faux-semblants? Ma chérie, m'a-t-elle dit, dans les dîners comme dans la vie, ceux qui font le plus de bruit sont rarement les plus intéressants. Le jour du départ pour Northwestern, mes parents n'ont pas pu venir, évidemment. Emma avait une compétition.
C'est ma tante Jen qui m'a accompagnée, m'a aidé à installer mes affaires et m'a tendu une enveloppe avec 500 $. Ta grand-mère Dorothy voulait que tu aies ça, m'a-t-elle simplement dit. Elle est tellement fière de toi. J'ai appris plus tard que mamie avait économisé cette somme pendant des mois sur sa petite retraite. Cette première nuit en résidence universitaire, je me suis fait une promesse. Bâtir une vie tellement extraordinaire qu'on ne pourrait plus jamais m'ignorer. Pas pour me venger ni pour prouver quoi que ce soit à ma famille, mais pour la gamine de 9 ans qu'on expédiait chez mamie au moindre éternuement. Les années d'université ont filé à toute vitesse, rythmées par les nuits blanches, les nouilles instantanées et le goût grisant de la liberté. J'ai intégré le club des passionnés d'antiquité, prétexte idéal pour passer des heures à discuter technique et histoire des bijoux anciens avec d'autres mordus. J'ai même organisé une petite expo dans l'association étudiante, grâce à des prêts de collectionneurs locaux. Bien sûr, personne de ma famille n'a daigné venir, mais pour moi, c'était un tournant. Pour la première fois, des gens reconnaissèrent la valeur de mes connaissances. J'ai décroché mon diplôme summa cum laude de Northwestern, mais mes parents n'ont rien remarqué, trop occupés à aider Emma à changer d'université pour la 3e fois en 2 ans. C'est là que l'histoire a pris une toute autre tournure. J'ai été embauchée comme débutante chez Blackwell & Jenkins Auction House à Chicago. Je tairai le vrai nom pour des raisons évidentes, mais ceux qui connaissent le milieu verront très bien de quoi je parle. Une maison de vente chic, clientèle aisée et traditionnelle, la totale. J'ai commencé au service des successions, à trier les biens de familles fortunées disparues. Pas franchement glamour, mais ça payait les factures. Les débuts étaient plutôt classiques. Porcelaine à la chaîne, catalogage de meubles anciens, la routine, jusqu'à la succession Westfield. Madame Westfield, une vieille veuve sans enfant, avait laissé une soi-disant collection de bijoux fantaisie. C'est là que toutes ces heures passées avec Mamie Dorothy ont pris tout leur sens. En fouillant, une broche art déco a attiré mon attention. Rien de tape à l'œil, mais elle avait un poids, un fermoir trop sophistiqué pour du toc. J'ai passé toute ma pause déjeuner à enquêter sur les marques de fabricants anciens, à éplucher les signatures. J'ai même fait des heures sup pour écumer les bases de données spécialisées de la boîte. Plus j'avançais, plus j'étais convaincue. Ce n'était pas du toc, c'était de l'authentique. Problème, j'étais la petite nouvelle. Personne n'allait me croire si j'arrivais en disant qu'on avait peut-être un trésor entre les mains. J'ai utilisé les réflexes appris en équipe de débat. J'ai monté un dossier béton, passé 2 semaines à potasser l'authentification des bijoux art déco, même investi une partie de mes économies dans un cours de gémologie en ligne. J'ai fini par oser me présenter devant mon boss, Monsieur Parker, avec une présentation digne de ce nom. Photos, documents historiques, tout. La discussion a tourné comme ça. Moi, monsieur, je pense qu'on a découvert quelque chose d'important dans la collection Westfield. Parker, les yeux rivés sur son portable. Taylor, tout est déjà noté comme fantaisie. Moi, je sais, mais jetez un œil à ces poinçons. Ils collent parfaitement aux signatures Cartier de 1925. Parker, soudain intéressé. Où as-tu appris tout ça? Moi, j'ai fait quelques recherches. Résultat, la broche soi-disant fantaisie s'est envolée à 42 000 $ lors de la vente. On a découvert qu'elle faisait partie d'une série limitée pour une duchesse européenne dans les années 20. Et là, tout a changé. Parker a commencé à me faire confiance, m'a confié d'autres pièces à examiner. D'un coup, ce passe-temps jugé inutile prenait une vraie valeur. Je me suis plongée à fond dans la joaillerie ancienne, tous les cours en ligne possibles, des week-ends entiers dans les ventes aux enchères, un carnet où je notais chaque nouvelle technique d'authentification. Mon appart ressemblait à un labo de chercheurs fous, avec des murs couverts de photocopies de poinçons et de guides de certification. La maison de vente a vite vu la différence. Je dénichais des trésors que d'autres laissaient passer. Je nouais des contacts avec des collectionneurs. Je commençais à comprendre les ficelles du métier. Et mes commissions ont suivi. Pour la première fois de ma vie, je faisais plus que survivre. J'arrivais enfin à mettre un peu d'argent de côté. Quant à ma famille, toujours aussi peu concernée. Aux éternels dîners du dimanche où je continuais de me pointer comme une idiote, les conversations tournaient toujours pareil. Maman lançait « Taylor travaille encore dans cette boutique d'antiquité, non ?» Je rectifiais. Non, c'est une maison de vente aux enchères. Oui, j'y suis toujours. Et justement, je viens tout juste d'authentifier une pièce rare de Tiffany. Et Emma, qui n'attendait jamais que je termine, enchaînait déjà « Oh, à propos de bijoux, il faut absolument que je vous montre ce bracelet à breloques que j'ai déniché au centre commercial. » Mais tout ça ne m'atteignait plus. Pour une fois, j'avais enfin trouvé quelque chose qui me ressemblait, pour lequel j'étais vraiment douée. Un truc qui n'avait rien à voir avec le fait d'être la sœur d'Emma ou de décevoir la famille. C'est à ce moment-là qu'est arrivée la collection Harrington. J'avais alors 2 ans d'ancienneté à la maison de vente, et on parlait d'une succession colossale. Une famille richissime depuis des générations. Tout le secteur était en ébullition. J'ai intégré l'équipe chargée d'inventorier leurs bijoux, et c'est là que j'ai repéré une pièce art nouveau qui paraissait sans intérêt, totalement ignorée par les autres. J'ai passé 3 jours à enquêter dessus, à peine le temps de dormir, et j'ai fini par découvrir qu'il s'agissait d'un bijou provenant de la collection privée d'un grand joaillier français, censé avoir disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand la pièce est partie à 218 000 $ aux enchères, Parker m'a convoqué dans son bureau. Je m'imaginais déjà avoir droit à une promotion, mais il m'a sorti une phrase qui a tout chamboulé. « Taylor, tu gâches ton talent ici. Tu devrais vraiment monter ta propre boîte d'authentification. » Au début, j'ai balayé l'idée du revers de la main. Monter une entreprise, moi? Avec quel argent?
Mais l'idée a fait son chemin. J'ai commencé à accepter quelques missions d'authentification en freelance à côté, et le bouche à oreille a vite fonctionné. On disait que j'avais un vrai don pour dénicher les trésors cachés. Des collectionneurs privés ont commencé à me contacter directement. Un soir, installé dans mon petit appart, encerclé de bouquins spécialisés et d'outils de bijouterie accumulés au fil des années, j'ai eu comme un déclic. C'était vraiment possible. Je pouvais créer quelque chose à moi. Alors j'ai fait ce que n'importe qui de sensé aurait fait. J'ai contracté un gros prêt sur ma voiture, vidé mon livret d'épargne, puis loué un minuscule local dans un coin plutôt miteux. Les gens me prenaient pour une folle, et ils n'avaient peut-être pas complètement tort. J'ai transformé un placard au-dessus d'un resto chinois, à peine plus grand qu'une chambre d'étudiant. Le loyer était dérisoire, surtout parce qu'il y régnait en permanence une odeur de poulet Kung Pao et que le Wi-Fi ne fonctionnait que si on collait la fenêtre. Mais c'était mon espace, à moi. Les premiers mois, épiques, c'est le moins qu'on puisse dire. En vrai, c'était flippant à mourir. Je me réveillais tous les matins à 4 heures, paniquée à l'idée de finir sur la paille. Le prêt me serrait la gorge. Comme mobilier, une table pliante d'Emmaüs et une chaise ramassée sur un trottoir, rassurez-vous, je l'ai consciencieusement désinfecté. Mais dans le milieu du bijou, tout repose sur la réputation et le carnet d'adresses, et mon passage à la maison de vente m'avait offert les deux. J'ai commencé doucement, avec des antiquaires du coin. Mes tarifs étaient bien plus abordables que ceux des grands cabinets, mais mon exigence et mon œil pour le détail commençaient à se faire remarquer. Le bouche à oreille s'est chargé du reste. Au bout de 6 mois, une vraie opportunité s'est présentée. Un antiquaire avec qui j'avais bossé auparavant m'a demandé d'authentifier une collection de broches victoriennes pour le compte d'un propriétaire désireux de vendre. C'était une collection monumentale, transmise sur 3 générations. J'y ai consacré 2 semaines entières, quasiment sans sommeil, à tout documenter dans les moindres détails. J'ai repéré 2 pièces rarissimes, longtemps prises à tort pour de simples reproductions. La propriétaire, bluffée par mon analyse, m'a non seulement payé mes honoraires, mais a tenu à m'accorder 10% de commission sur la vente. Résultat, 6 000 $ d'un coup, plus que tout ce que j'avais gagné lors des 2 dernières années réunies. D'un seul coup, mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Les collectionneurs privés s'échangeaient en mon nom pour mon flair à repérer les merveilles oubliées. Des notaires me sollicitèrent pour estimer des bijoux hérités, même mon ancienne maison de vente recommençait à me confier des expertises. Je suis à peu près certaine que Parker y était pour quelque chose, en faisant circuler discrètement le mot « Merci, patron ». Dès la 2e année, j'ai pu embaucher ma première collaboratrice, Mia, une brillante jeune diplômée en géologie qui me rappelait furieusement moi à ses débuts, talentueuse, mais souvent transparente parce que réservée. Aujourd'hui, elle est responsable de l'authentification et elle est tout simplement précieuse. L'entreprise a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. On a déménagé dans de vrais locaux, en plein centre-ville. Adieu effluve de poulet Kung Pao. J'ai constitué une équipe de spécialistes et bâti une solide réputation dans la redécouverte de pièces oubliées. Vous seriez étonné du nombre de bijoux historiques relégués au fond des greniers, pris pour de la pacotille. C'est aussi à cette époque que j'ai enfin pu aider vraiment Mamie Dorothy. Elle m'a appelé un soir, visiblement gênée. Sa toiture menaçait de s'effondrer et elle n'avait pas les moyens de payer les 15 000 $ nécessaires. J'ai viré l'argent dès le soir même sur son compte, sous prétexte d'une avance pour de futures consultations en joaillerie. On savait toutes les deux que c'était un prétexte, mais cela lui permettait de garder la tête haute, et moi d'aider la seule personne qui avait toujours été là pour moi. Bien sûr, le succès a aussi amené son lot de complications. Plus la boîte grossissait, plus il devenait compliqué de masquer la vérité à ma famille, qui s'imaginait toujours que je travaillais dans une obscure boutique d'antiquités. Emma ne se privait pas de lancer ses petites piques lors des repas. Emma, Taylor, j'ai quelques vieux bijoux à donner à Emmaüs. Peut-être que ta petite boutique serait intéressée? Moi, qui le matin même, venais d'authentifier une pièce Fabergé à 1,4 million $. Bien sûr, je vais regarder. Maman ne manque jamais une occasion de me présenter à tout le monde comme l'autre fille, celle qui fait un truc avec des vieux bijoux, ou un truc du genre. Pendant ce temps, j'ai eu droit à une citation dans Forbes, heureusement au nom de ma société, et on venait juste d'ouvrir notre 3e bureau. Ce qui est étrange, c'est qu'à force de cacher tout ça, c'est presque devenu un jeu, une petite blague rien qu'à moi. J'allais au dîner du dimanche habillée façon promo chez Carrefour, alors qu'en réalité, je portais du Prada, j'écoutais Emma raconter ses aventures de junior en marketing, tout en sachant que le contrat que je venais de signer valait plus que son salaire annuel. J'ai même pris l'habitude de porter des pièces de vrai Harry Winston aux réunions de famille, juste pour voir si quelqu'un s'en apercevrait. Évidemment, personne n'a jamais rien vu. Emma a passé 20 minutes à exhiber sa montre Michael Kors à 250 $, alors que, de mon côté, je portais une Patek Philippe Vintage qui valait bien plus que sa voiture. 5 ans plus tard, on avait des bureaux à Chicago, New York et Boston. Je passais plus de temps dans un avion qu'à la maison, et on s'est vite bâti une réputation de discrétion. Les gens fortunés tiennent à faire expertiser leurs bijoux sans que cela ne s'ébruite. Je l'ai vite compris. Une fois, j'ai rencontré la veuve d'un magnate du pétrole, qui débarquait après la fermeture par l'entrée de service, morte de peur que ses beaux enfants apprennent qu'elle faisait vérifier la collection familiale avant de changer son testament. J'ai aussi authentifié des pièces pour des célébrités qui ne voulaient surtout pas que la presse soit au courant de leur placement en joaillerie, et il m'est même arrivé d'être envoyé à l'étranger en jet privé pour vérifier des collections avant une grosse vente. Tout ça pendant que, pour ma famille, je gérais l'inventaire d'une brocante
étudiante de quartier. L'argent, c'était de la folie, du genre à devoir embaucher une équipe de conseillers financiers. Pourtant, je menais une vie plutôt sobre. Une belle maison, mais rien d'ostentatoire, dans un bon quartier, une voiture haut de gamme, mais qui ne se remarque pas. Mon seul vrai luxe, mon bureau à domicile, équipé de matériel d'authentification dernier cri, du meilleur système de sécurité du marché et un coffre sur mesure digne de Fort Knox. Ce qu'il y a d'ironie, c'est qu'ils étaient persuadés que je serrais la ceinture pour pouvoir les aider. Maman sortait des phrases du style « C'est tellement gentil de la part de Taylor de nous soutenir, elle doit se nourrir exclusivement de nouilles pour y arriver. » Pendant ce temps, je venais de toucher une commission sur une collection qui dépassait le montant de leur prêt immobilier. Ce qui est étrange avec la réussite, c'est que plus on grimpe, plus il devient compliqué d'expliquer ça à ceux qui vous ont toujours vu comme la petite dernière paumée. C'est comme vouloir parler de couleur à quelqu'un qui n'a connu que le noir et blanc. Ils n'ont tout simplement pas les codes. À ce moment-là, ma société tournait à plein régime. On régnait sur le marché de l'authentification de bijoux de luxe dans tout le Midwest. Et notre réputation était en béton. Mais chaque dimanche, je retournais chez mes parents pour dîner, reprenant mon rôle de Taylor, la vendeuse d'antiquités sans histoire. Le contraste devenait presque comique. Mes matinées étaient rythmées par des visios avec des collectionneurs de Dubaï, mes après-midi consacrés à expertiser des pièces qui valèrent des millions, et le soir, je retrouvais la famille, habillée le plus sobrement possible, à manger le rôti trop cuit de maman pendant qu'Emma monopolisait la conversation avec ses exploits marketing. Genre, j'ai apporté un café à mon boss sans rien renverser. Il y a un dimanche qui m'a particulièrement marqué. Je venais de finaliser un contrat colossal en authentifiant une pièce Cartier disparue depuis 40 ans dans un coffre bancaire. Rien que la commission, c'était du 7 chiffres. J'ai enchaîné direct avec le dîner chez mes parents, encore euphorique du succès. Maman, Taylor, ma chérie, tu vas bien? Tu trouves pas que tes vêtements font un peu cheap? Moi? Oh, tu sais, j'essaie de faire attention, tout en portant un pull en cachemire à 2800 $ choisi exprès pour passer inaperçu. Emma, eh bien, tu aurais peut-être dû trouver un vrai travail au lieu de t'amuser avec des vieux bijoux. Papa, Emma, sois gentille. Tout le monde n'a pas ton génie. J'ai manqué m'étouffer pour éviter de rire. C'est vers cette période que j'ai commencé les virements anonymes à mes parents tous les mois. Tante Jen m'avait confié qu'ils galéraient à rembourser les prêts étudiants et les factures médicales d'Emma. Maman a même laissé entendre qu'ils allaient peut-être devoir vendre la maison. Impossible pour moi de les laisser faire. C'était quand même la maison de mon enfance. J'ai donc mis en place un virement mensuel anonyme de 5000 $ sur leur compte. Et quand on m'a posé la question, j'ai prétendu que c'était 1000 $ en m'accrochant au riz et aux haricots. Eux ont cru que le reste venait de Tante Jen ou d'autres membres de la famille. Évidemment, Emma s'est empressée de s'attribuer le mérite d'avoir inspiré ce nouvel esprit de solidarité familiale. L'argent a été utile, mais il a aussi eu des effets secondaires inattendus. Mes parents ont commencé à me regarder avec une sorte de mélange entre la pitié et une fierté un peu condescendante, comme si j'étais une héroïne de la pauvreté, prête à tout sacrifier pour la famille. Pendant ce temps, Emma, elle, flambait. Elle arrivait avec des sacs de créateurs flambant neufs, en jurant les avoir trouvés en solde. Tu parles! Je reconnais un vrai Gucci à 20 mètres. Elle a enchaîné les vacances de rêve, bombant sur Instagram à coups de « vie bénie » et de hashtags tous plus ridicules les uns que les autres. Je suis quasiment certaine qu'elle se servait allègrement dans les virements familiaux pour financer son train de vie, mais je n'ai rien dit. L'ironie de la situation était délicieuse. Cerise sur le gâteau. Voilà qu'Emma décide de s'inscrire à un MBA dans une école privée. Évidemment, rien que le meilleur pour la prodige de la famille. Maman m'a appelée en pleurs pour m'expliquer qu'il ne pourrait jamais se l'offrir. Moi, peut-être qu'Emma pourrait regarder du côté des universités publiques. Il y a d'excellents programmes aussi. Maman. Oh ma chérie, tu ne comprends pas. Ta sœur doit maintenir un certain niveau. Et puis, au passage, si je pouvais augmenter un peu ma contribution pendant quelques années, je suis donc passée à 7000 € par mois. Je ne le sentais même pas passer sur mon compte. Mais les voir couvrir Emma d'éloges pour ses initiatives et s'imaginer que je me privais de tout pour soutenir la famille, ça faisait un peu mal. Le summum, on m'a invité à donner une conférence dans la même école de commerce où Emma rêvait d'entrer. Bien entendu, ma famille n'en a jamais rien su. Le doyen m'avait invité en personne à venir animer un séminaire sur l'authentification des produits de luxe et le développement des entreprises. Cette semaine-là, j'ai dû inventer un prétexte pour décliner l'invitation au dîner du dimanche. Pendant la conférence, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer ce qui se passerait si Emma débarquait dans la salle. Est-ce qu'elle me reconnaîtrait? Est-ce qu'elle en parlerait à mes parents? Même en parlant avec assurance devant un amphi plein d'étudiants en MBA à propos de l'évaluation d'objets historiques, la peur d'être percée à jour ne me quittait pas. Cette dissonance cognitive devenait de plus en plus difficile à gérer, à tel point que mes propres succès commençaient à me sembler appartenir à une autre vie. J'avais l'impression de mener une double vie, comme une super-héroïne du business. Le jour, je dirigeais une société d'authentification qui brassait des millions. Le soir, ou plutôt les dimanches soirs, je redevenais juste Taylor, la fille qui déçoit en travaillant dans une boutique d'antiquités. Ce mensonge commençait à peser lourd, surtout à chaque remarque acerbe d'Emma sur ma carrière, chaque fois que maman s'excusait auprès de ses amis de mon mode de vie modeste, ou encore quand papa lançait, l'air de rien,
que je devrais chercher un vrai travail. Plusieurs fois, j'ai failli tout balancer. Comme ce jour où papa s'est plaint du prix de ses médicaments pour la tension et que j'ai eu envie de lui dire que je pouvais les lui payer sans y penser. Ou quand maman expliquait qu'elle reportait un rendez-vous chez le dentiste parce que la mutuelle ne suivait pas. Finalement, je me contentais d'alimenter discrètement leur compte en banque. Pour gérer ce stress grandissant, j'ai commencé à consulter une thérapeute. Le docteur Levine est devenu mon repère, la seule avec tant de gêne à être dans la confidence. Vous encouragez leur comportement, me répétait-elle. En leur donnant de l'argent sans mettre de limite, vous ne faites qu'alimenter cette dynamique. Elle n'avait pas tort, mais je n'étais pas prête à tout avouer. Au fond de moi, je savais que la vérité finirait par éclater de façon théâtrale. Je n'imaginais juste pas que tout exploserait de manière aussi spectaculaire à Thanksgiving. Tout a commencé 2 semaines avant la fête. Maman m'a appelée en larmes à cause de son dos. Elle venait d'apprendre qu'elle avait une hernie discale et se sentait incapable de préparer le dîner de Thanksgiving pour 20 personnes. J'aimerais dire que j'ai proposé mon aide par pure gentillesse, mais pour être honnête, j'en avais assez de faire semblant que sa dinde trop sèche était un régal. J'ai lancé « Et si je m'occupais du repas cette année, je peux faire appel à un traiteur ?» Maman a rétorqué « Oh ma chérie, on n'a pas les moyens pour ça. » J'ai répondu « T'inquiète, j'ai mis de côté. » Maman, pas très rassurée, « Tu ne vas pas faire un crédit, j'espère ?» J'ai donc tout organisé avec un traiteur haut de gamme que j'utilise régulièrement pour mes événements professionnels. Leurs plats sont incroyables, du genre à te faire oublier pourquoi tu t'embêtes à cuisiner toi-même. Ça m'a coûté plus cher que ce que mes parents pensent que je gagne en 2 mois, mais tant pis. Le matin de Thanksgiving, je me sentais plutôt sereine. J'avais pris mon ordinateur, car je devais surveiller une grosse vente aux enchères en ligne à Hong Kong. Un superbe collier art nouveau était mis en vente, et un client attendait que je l'authentifie s'il remportait l'enchère. Tout est arrivé à l'heure. La table était parfaite. Et bien sûr, Emma n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique. Farce industrielle? Sérieusement, Taylor? Celle de maman est tellement meilleure? Pas mal, venant de celle qui a déjà déclenché l'alarme incendie en faisant griller du pain. Maman, elle, s'excusait en boucle de ne pas avoir cuisiné elle-même, mais on voyait bien que tout le monde se régalait. Emma s'est tue après avoir goûté les choux de Bruxelles caramélisés au sirop d'érable. Chaque portion coûtait plus cher que son budget course de la semaine, soit dit en passant. Entre le plat et le dessert, je suis montée vérifier mon ordinateur. L'enchère devenait sérieuse. Je devais être disponible si mon client remportait le lot. Je me suis installée dans mon ancienne chambre, restée telle quelle depuis le lycée, alors que celle d'Emma a connu 3 relookings. Et c'est là que tout a dérapé. J'avais laissé mon logiciel d'authentification ouvert, plusieurs onglets affichèrent des comptes et contrats en cours. Emma est entrée sans frapper, fidèle à elle-même, pour me piquer mon chargeur. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Elle a tout de suite vu l'occasion de me ridiculiser devant tout le monde. Allez, on va montrer ce que Taylor fabrique vraiment. Avant même que je ne réagisse, elle a attrapé mon ordinateur et a filé dans la salle à manger. Imaginez la scène. 20 personnes, tantes, oncles, cousins et mes parents, repus de dinde gastronomique et à moitié éméchés par un vin hors de prix qu'ils croyaient acheter chez Lidl. Voyons un peu le travail si important de Taylor le jour de Thanksgiving. Elle a retourné l'ordinateur, toute fière, persuadée de m'humilier avec quelques transactions d'antiquité. Un silence de plomb est tombé dans la pièce. On aurait entendu l'horloge de luxe que j'avais offert à maman pour Noël, qu'elle croyait fausse, égrenée chaque seconde. Sur l'écran, solde du compte, 14,7 millions d'euros, contrat d'authentification en attente, 425 000 euros, dernière transaction, 1,2 million, vente aux enchères de Hong Kong, rapport trimestriel, 3,8 millions. Le visage d'Emma a affiché 5 émotions différentes en 3 secondes, la dernière oscillant entre le choc et la panique. Elle a même vacillé sur ses jambes. Emma, à voix basse, « C'est pas possible !» Maman, « Emma, qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Emma, la voix brisée, « Elle est riche. Taylor est riche. » Si c'était possible, le silence est devenu encore plus pesant. Puis maman a éclaté de rire, un vrai fou rire. Mais enfin, Taylor travaille dans cette petite boutique d'antiquité. Je me suis levée, calmement, en lissant mon pull en cachemire, qui coûtait plus cher que leur mensualité de crédit immobilier. En fait, maman, je possède l'une des plus grandes entreprises d'authentification de bijoux du pays, depuis des années. Les histoires de boutiques d'antiquité, j'authentifie des pièces qui valent des millions. Cette petite société dont tu n'as jamais voulu connaître les détails, elle a des bureaux dans 3 villes. Papa a failli s'étrangler avec son verre. Tante Jen a laissé tomber sa fourchette. Oncle Dave s'est mis à tousser violemment. Et le rire de maman s'est soudain transformé en toute autre chose. Son visage s'est empourpré, passant du rouge au violet. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. « Maman, tu hurles alors que tu as des millions et tu nous laisses nous débrouiller. Moi, me débrouiller, je t'envoie 7 000 $ chaque mois. Maman, tu es assise sur une fortune et ta sœur croule sous les prêts étudiants. » Voilà, c'était lancé. Pas de félicitations, pas un « Waouh, on est fiers ». Juste de l'indignation parce que je n'avais pas encore donné plus d'argent. Emma, fidèle à elle-même, a fondu en larmes. Elle sanglotait qu'elle méritait la vérité et que je trahissais la famille. Papa s'est mêlé à la dispute. « Papa, comment peux-tu être aussi égoïste? On est tes parents, on t'a élevé. » Là, j'ai explosé. Des années à être ignorée, à subir leur mépris, à être considérée comme la honte de la famille. Tout m'est sorti d'un coup. Vous, m'avoir élevée, vous me déposiez chez mamie à la moindre toux. Vous avez manqué tous mes succès, mes diplômes, chaque étape importante.
sous prétexte qu'Emma risquait de se sentir exclue. Vous n'avez jamais mis un centime de côté pour mes études, mais vous avez pris des crédits pour qu'elle aille en école privée. Et aujourd'hui, vous êtes furieux parce que j'ai réussi toute seule? Les 5 minutes suivantes ont été un vrai capharnaüm. Maman criait sur le sens de la famille. Papa traitait ses enfants d'ingrats. Emma alternait entre crises de larmes et interrogatoires pour savoir exactement combien j'avais sur mes comptes. Tout ça pendant que l'équipe du traiteur, très gênée, tentait de servir le dessert. J'ai attrapé mon ordinateur, pris mon sac Hermès, que maman avait déjà soupçonné d'être faux, et je suis partie, sans un mot. À peine la porte franchie, j'entendais déjà maman réfléchir à la façon de dépenser mon argent. Il était question du MBA d'Emma et d'une nouvelle voiture. Sur le chemin du retour, dans ma BMW, qui reste modeste malgré tout, mon téléphone s'est mis à vibrer sans s'arrêter. Le groupe WhatsApp familial a explosé. Emma a publié sur Facebook, dénonçant une « fortune cachée » et une sœur égoïste. Les jours suivants, Thanksgiving ont été d'une intensité folle, comme si ma famille était un ouragan qui mettait ma santé mentale en miettes. En moins d'une heure, j'avais 52 appels manqués, plus de 200 messages. Maman a eu toute une progression. 19h42. Comment oses-tu quitter la famille? 20h15. Il faut qu'on en parle calmement. 21h03. Ta sœur mérite une part de ta réussite. 22h30. J'ai déjà contacté une agence pour acheter dans un meilleur quartier. 23h45. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est ta mère. Pendant ce temps, Emma s'est muée en militante des réseaux sociaux, postant un long pavé expliquant que sa sœur millionnaire avait sciemment caché son pactole, tout en regardant la famille galérer. Les réactions étaient surréalistes. Cousins éloignés, anciens camarades de lycée, tout le monde semblait avoir un avis sur ma moralité. Mais ce qui m'a réellement fait mal, c'est ce qu'Emma a écrit. Pendant toutes ces années, j'ai essayé d'aider Taylor dans sa carrière, de lui donner des conseils pour quitter sa petite boutique d'antiquités, alors qu'en fait, elle était déjà riche. Quelle trahison. J'ai failli balancer mon téléphone à travers la pièce. Son unique conseil de carrière, ça a été de me dire de vendre des bijoux sur Etsy, c'est dire. Ensuite, ce fut l'arrivée des singes volants. Tante Suzanne, que je croise tous les 3 ans, m'appelle pour me rappeler que la famille, c'est sacré. Oncle Bob, qui doit encore imaginer que j'ai 12 ans, m'envoie un roman sur l'obligation de partager sa réussite. Même la belle-sœur du cousin au 3e degré, comment a-t-elle eu mon numéro? S'est sentie obligée de me donner une leçon sur les liens du sang. Mais le vrai spectacle a commencé quand ils sont venus jusqu'à mon travail. Je suis arrivée un lundi matin et j'ai trouvé maman, papa et Emma assis à l'accueil, expliquant à Jenny, ma réceptionniste, qu'ils avaient rendez-vous pour une expertise. Emma serrait son sac Michael Kors comme si sa vie en dépendait. La discussion a tourné court. Maman, on a discuté en famille. Ah bon? Une discussion de famille sans moi? Maman, qui ignorait totalement ma remarque, a poursuivi. On pense qu'il serait juste que tu crées des fonds pour chacun. Emma, il me faut au moins 2 millions pour bien me lancer dans ma nouvelle vie. Papa, et ta mère et moi, on aimerait prendre notre retraite. On pense à une maison en Floride. Vous oubliez que je vous envoie déjà 7 000 $ chaque mois? Emma, c'est rien comparé à ce que tu as. Tu nous dois bien ça. Je vous dois quoi au juste? Les années d'indifférence? Les diplômes ratés? Les comparaisons perpétuelles? Ne sois pas dramatique, Taylor. On t'a tout donné, a répliqué maman. Non, tout ce que j'ai, c'est moi qui me le suis donné. Et tu sais quoi? J'en ai assez. Là, dans mon propre hall d'accueil, j'ai pris mon téléphone et annulé les virements mensuels. Maman a pâli comme si je venais de la gifler. Emma a tenté sa comédie de larmes avant de réaliser que ça ne marchait plus. Et là, c'est devenu ingérable. Ils refusèrent de sortir. J'ai dû appeler la sécurité. Voir ma mère de 60 ans se faire raccompagner dehors en hurlant sur les enfants ingrats, c'était irréel. Jenny m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit non, mais j'ai fait mettre leur nom sur la liste noire de l'immeuble. Ça a continué des semaines. Nouveaux numéros, mails bidons. Ils ont même tenté de passer par le service client de ma boîte. J'ai fini par envoyer une mise en demeure, menace de poursuite à la clé. Alors, maman a dégainé son dernier atout. Appelez Mamie Dorothy. Mais Mamie Dorothy, c'est la plus fine de la bande. Sa réponse? Bravo Taylor, enfin quelqu'un dans la famille qui réussit par ses propres moyens. Maman lui en a voulu pendant 2 mois. Voilà 6 mois que Thanksgiving est passé. J'ai déménagé dans une maison bien plus sécurisée. J'ai changé tous mes numéros. Au bureau, tout roule, même mieux qu'avant. Ce scandale familial a attiré des clients prestigieux qui ont apprécié ma discrétion. Emma continue ses posts passifs-agressifs sur la richesse toxique et la trahison. Elle lancerait même sa boîte d'authentification de bijoux, paraît-il. Je lui souhaite bien du courage. Maman et papa ont finalement arrêté d'essayer de me joindre après que mon avocat leur a envoyé une lettre officielle pour leur rappeler les risques d'une plainte pour harcèlement. Maintenant, ils racontent partout qu'ils n'ont jamais voulu de mon argent et qu'ils prient pour mon âme. Le plus beau dans tout ça, pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Fini les déjeuners du dimanche remplis de petites vacheries. Plus besoin de faire profil bas sur mes réussites pour ménager leur susceptibilité. Terminer le financement du Emma Show. Ma psy trouve que je commence enfin à poser des limites saines. Moi, je dirais surtout que je commence à vivre pour de vrai. Voilà mon histoire. Merci de m'avoir laissé la partager. Mention spéciale à la société de traiteurs qui m'a envoyé une carte de Noël en disant que le dîner de Thanksgiving avait été le meilleur moment de leur année. Edith. Réponse aux questions qui reviennent souvent. Oui, je continue la thérapie. Non, je ne regrette absolument pas d'avoir coupé les ponts. Oui, Mamie Dorothy va très bien, elle vient me voir le mois prochain pour m'aider à classer une nouvelle collection. Une dernière chose. Emma, puisque je me doute que tu lis ceci,
Le bracelet Cartier que tu montres sur ta dernière photo Insta, on voit tout de suite que c'est une copie. Je dis ça, je dis rien.